monde, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc pour ce webinaire qui concerne donc l'introduction en bourse de la société Odyssey Technologies. C'est une valeur qui va coter à partir du 13 décembre donc sur Euronext Growth, valeur éligible au PEA, PEA, PME, et comme je dis tout à l'heure en préambule, avec une réduction d'impôt sur le revenu pour les comptes titres ordinaires uniquement. Donc ce webinaire va être animé par Christian Marie, le PDG fondateur de l'entreprise. D'accord, j'ai déjà des questions, Jamal, je les poserai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Voilà, déjà on va commencer la présentation. Alors, bonjour Christian, bienvenue. Alors déjà, en deux mots, est-ce que vous pouvez raconter un tout petit peu l'historique de l'entreprise, bien évidemment, et puis bien évidemment, on parlera de l'IPO, de cette fameuse introduction en bourse, l'objet de cette levée de fonds. Voilà, donc je vous laisse la parole et à tout de suite, voilà. Merci pour l'opportunité de présenter Odyssey Technologies et puis le projet important qui est en cours d'introduction en bourse. Donc oui, quelques mots de présentation pour la présentation de la société et puis de moi-même aussi. Donc je suis un ingénieur textile au départ. Donc j'ai travaillé pendant plus de 23 années dans des grands groupes industriels, à des fonctions de responsabilité commerciale et marketing. Et au bout de ces 23 années passées dans des grands groupes, j'ai ressenti le besoin d'avoir une activité un peu plus concrète sur laquelle j'avais un peu plus mon destin en main. Et c'est ce qui m'a amené finalement à réfléchir à une reprise d'entreprise. Et c'est ainsi qu'une première reprise d'entreprise a été faite en 2012. Donc le rachat de l'entreprise Gresset Associés, une société située dans le Haut-Doubs, donc entre Besançon et Pontarlier, pour ceux qui connaissent un peu la région. Donc une région un peu montagneuse, une région où il y a beaucoup de mécanique, beaucoup d'usinage. Et c'est de là que vient aussi le slogan qu'on a retenu, l'orfèvre de la mécanique de précision, donc qui nous définit un peu, parce que c'est un clin d'œil finalement à cette activité horlogère et de précision qui est très courante dans la région. Donc, cette première acquisition, donc c'était un rachat de l'entreprise au départ en retraite de ses dirigeants et fondateurs. Monsieur André Gresset avait créé cette société en 1969. Pour l'anecdote, il l'avait créée littéralement dans le sous-sol d'une grange agricole, avec deux tours qu'il avait achetées d'occasion. Et il s'était lancé en partant vraiment de zéro. Donc, quand je le vois, je lui dis toujours qu'il est le Steve Jobs de la mécanique en Franche-Comté. Donc, ceci juste pour l'anecdote. Donc, cette société s'est bien développée. Lorsque je l'ai rachetée en 2012, elle avait un chiffre d'affaires de l'ordre de 3,7 millions sur le bilan 2011 et 37 salariés, avec un positionnement plus solide qui s'était développé sur des pièces de plus en plus techniques et une activité très orientée sur le secteur aéronautique. Donc, cette reprise s'est bien passée. Donc, ça a été un rachat par de la dette en LBO, un apport personnel complété par une dette bancaire sur 7 ans. Donc, ça s'est très bien passé. Simplement, j'ai rencontré au début une difficulté que je n'avais pas vraiment anticipée ou pas dans cette mesure-là. Mon ambition en tant que commercial, personne de marketing, etc., c'était vraiment de chercher des nouveaux clients, de développer l'entreprise en rentrant dans de nouveaux secteurs d'activité, des choses comme ça. Et je me suis aperçu, c'est beaucoup plus difficile que ce que je prévoyais, parce que notre client, le client principal, nous chargeait tout le temps pratiquement en capacité. Donc, en fait, le commercial n'avait pas grand-chose à vendre. Donc, certes, il y avait un peu de diversification, j'ai pu rentrer quelques clients, mais la croissance était très lente, simplement par manque de capacité pour répondre à des demandes supplémentaires. Et il faut bien comprendre, dans ces marchés de la mécanique de précision en sous-traitance, c'est un marché sur lequel c'est l'offre qui fait foi. Donc, si on n'a rien à vendre, on ne peut pas croître, quoi. Donc, voyant cela, j'ai acquis une deuxième société, donc je me suis orienté vers de la croissance externe. Et j'ai acquis une deuxième société en 2015, près de Tarbes, société Lafourcade, positionnée exactement sur les mêmes métiers, la mécanique de précision, donc l'usinage, mais avec un portefeuille client totalement différent, ce qui a donné une diversification immédiate. Donc, il y avait vraiment 0 € de recouvrement de portefeuille client. Donc, c'est ce que je cherchais exactement. Et là encore, ça s'est bien passé. Donc, j'ai
remis l'ouvrage sur le métier en 2020 avec le rachat de Précision Mécanique de Brive, à Brive. Donc une société qui m'intéressait parce qu'elle avait des bonnes positions dans le secteur de la défense, un secteur dans lequel on n'était pas présent à ce stade-là. Et pareil, les mêmes métiers, pratiquement pas de recouvrement de portefeuille client. Là, il y avait 200 000 euros de clients communs, donc vraiment pas énorme. Donc voilà comment est né le groupe, donc, qui aujourd'hui emploie 175 personnes. Avec un chiffre d'affaires cette année, on va atteindre les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Et un groupe qui est clairement spécialisé sur un métier de la mécanique de précision, donc surtout l'usinage, et avec des très belles positions, je le montrerai un peu après, dans les différentes chaînes de la valeur, très proche des grands donneurs d'ordre, donc ce qui est assez exceptionnel pour un groupe de notre taille. Donc voilà un peu l'histoire du groupe telle qu'elle s'est développée, de 3,7 millions en 2012 à 20 millions en 2024 en chiffre d'affaires, donc un beau développement. Donc au niveau de son positionnement, donc vous voyez là les principaux marchés sur lesquels le groupe est positionné. Les marchés ont en commun la haute technicité des pièces de mécanique dont ils ont besoin. Donc ça c'est vraiment nous avons besoin pour exprimer nos capacités, nos forces, de réaliser, on se focalise sur des réalisations de pièces complexes d'un haut niveau technique, et c'est dans ces marchés-là finalement qu'on trouve le mieux ces pièces-là. Je crois que c'est plusieurs microns de précision, il me semble. Oui, on est souvent au centième de millimètre du centième, donc on est effectivement dans le domaine du micron souvent. Donc vraiment de la précision. Et l'autre caractéristique des marchés sur lesquels on est présent, c'est qu'ils offrent une belle visibilité. L'aéronautique, c'est bien connu. Les avionneurs, Airbus en particulier, ont un carnet d'ordre qui est garni pour de nombreuses années. Le secteur de la défense, les carnets de commandes se sont bien garnis aussi. Donc on a ici, tout ça nous donne une belle visibilité sur les activités futures. Ce qui est important donc, pour avoir une stratégie assise sur des projections fiables. Donc, voilà un peu au niveau de nos marchés. Alors, j'ai juste une petite question sur cette slide. Enfin, deux petites questions. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu dépendant des lois de programmation militaire, notamment pour la défense? Et deuxième question, ça c'est pour répondre à Bernard, est-ce que vous anticipez plus tard d'aller dans la marine, par exemple, puisque là, on voit qu'il y a pas mal de… Alors, première question, oui, la loi de programmation militaire a clairement un impact sur le développement des activités dans le secteur de la défense, c'est évident. Maintenant, les activités de défense, elles ne sont pas que sur le marché national, qui est déterminé par la loi de programmation militaire. Les activités de défense, il y a aussi beaucoup d'exports, et là, c'est évidemment indépendant des difficultés qu'on peut rencontrer en France. D'accord. Donc, sur la page suivante, j'essaie de montrer un peu, encore une fois, le spectre du métier, puisque nous sommes des techniciens. Donc, c'est un métier vraiment très technique, de précision. Donc, on montre ici les différents métiers. Donc, le cœur de métier d'Odyssée Technologies, c'est l'usinage, avec différentes techniques. Il y a du fraisage, du tournage, de l'électroérosion. L'électroérosion, c'est une technique d'usinage par laquelle on arrache des petites particules de matière par de l'étincelage, par des arcs électriques. Donc, ça permet de faire des choses très précises, et surtout dans des formes qui ne sont pas toujours réalisables par les techniques plus classiques de fraisage, de tournage. Et la rectification, qui est une technique qui permet d'obtenir des états de surface de très grande qualité et aussi une grande précision. Donc là, on va vraiment chatouiller quelques microns, donc en précision, en rectification. En amont excusez-moi, juste une question comme ça. Vous n'avez pas des risques justement que les pièces soient mal faites ou etc. Comment ça se passe? Évidemment. Donc notre métier, c'est de réaliser des pièces très précises suivant des exigences des clients. Les données d'entrée que nous donnent les clients, ce sont des plans. Des plans sur lesquels il y a un ensemble de cotes, donc de dimensions à réaliser, qui sont chaque fois associées à des tolérances, donc mini, maxi. Et effectivement, tout l'art de ce métier, c'est d'arriver à faire en sorte que toutes les cotes soient bonnes. Alors, ça peut être extrêmement complexe. Sur certaines pièces très complexes,
il peut y avoir jusqu'à 600 voire 1000 cotes sur un plan, sur une pièce. Et il faut que toutes ces cotes-là soient bonnes, hein, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont au centième de millimètre. Oui, il y a un gros travail de préparation à faire et il y a un gros besoin de compétences des personnels dans l'entreprise pour arriver à cette performance, qui est vraiment une performance. Moi, je suis toujours admiratif, hein, même après plusieurs années dans le métier. Réaliser une pièce où il y a 1000 cotes avec toutes les cotes bonnes à quelques centièmes de millimètre, c'est très fort quand même, quoi. Ouais. Alors, juste pour répondre à Thierry, est-ce que vous utilisez la technique du frittage? Non, donc le frittage, en fait, serait plus utilisé en amont par des gens qui font, par exemple, il y a certains matériaux qui sont frités de manière générale. On parle par exemple du tungstène. Donc, c'est sur des poudres qui sont liées, et puis après, avec des procédés thermiques, on crée un matériau homogène. Donc ça, pour nous, le frittage, c'est des procédés qui sont utilisés en amont par nos fournisseurs de matières premières. D'accord, ok. Et alors, avec toutes ces techniques de précision, pour répondre à Quentin, Odyssée Technologies est-elle inscrite dans une démarche d'innovation qui lui permet de briller un peu sur tous ces différents marchés? Tout à fait. Et l'innovation, elle vient de cette phase d'industrialisation, hein, qui est représentée à gauche de l'usinage. Donc ça, c'est tout ce qui est en amont finalement des opérations d'usinage. Et c'est là qu'il y a l'innovation, la créativité des équipes d'Odyssée Technologies qui entre en jeu, puisque dans ce métier-là, celui qui gagne est celui qui saura définir le processus de fabrication le plus efficace pour répondre aux exigences du client, pour assurer la qualité de la pièce et aussi pour être productif, donc compétitif sur le marché. Donc notre innovation, elle réside dans le développement des procédés de fabrication les plus rusés, les plus malins, pour répondre aux besoins des clients. Donc ça, c'est une phase qui est tout à fait importante, quoi. Ok. On a après donc à l'ajustage, les bavurages, là c'est des opérations manuelles. On a 10 personnes, un peu plus de 10 personnes qui travaillent vraiment à de la finition de pièces. Ça rejoint encore une fois cette notion d'orfèvre de la mécanique de précision qu'on évoquait avant, parce que nos clients, c'est des pièces techniques évidemment, mais nos clients parlent d'aspects cosmétiques. C'est-à-dire ils veulent que les pièces qu'ils achètent, qui ont souvent une valeur assez élevée, soient parfaites dans leur aspect. Donc la moindre rayure, la moindre trace de choc, la moindre tache, quelque chose comme ça, c'est un point qui peut aboutir au rebut ou un refus du client de la pièce. Et donc arrêter toute la chaîne de production ou faire des retards aussi du coup. Oui. Donc, et puis après les prestations internes, bon, bien sûr, il y a du contrôle, on fait aussi des assemblages, des sous-ensembles. Et puis, il y a les traitements thermiques, des procédés spéciaux de traitement de surface. Donc, ceux-là, on ne les réalise pas en interne, on les sous-traite, on les confie à des partenaires externes. Donc, ça, c'est ce que vous voyez là, c'est finalement une force d'Odyssée Technologies, c'est d'avoir un spectre très large finalement de prestations qu'on peut proposer aux clients, alors que certains de nos concurrents peuvent faire qu'une ou l'autre de ces opérations-là, mais n'ont pas cette largeur de spectre de la pro-matière par la conception des processus de fabrication, la réalisation du processus de fabrication, le contrôle des traitements externes, de l'assemblage. Donc, on a un spectre très large de prestations qu'on peut réaliser en interne. D'accord. Donc, voilà un peu pour décrire nos métiers. Pour revenir encore un peu sur les marchés, donc notre marché le plus important est celui de l'aéronautique à l'heure actuelle. Et ce que nous fabriquons là, vous voyez un exemple, la pièce en haut, donc c'est ce qu'on appelle un corps hydraulique, un corps manifold. Typologie de pièces très complexe, donc ça sert à orienter des flux d'huile pour commander des mouvements sur un avion, par exemple, par exemple une fermeture de train de repliage de train d'atterrissage, une fermeture de panneaux, des choses comme ça, à commander des dérives, etc. Donc là où il y a des circuits hydrauliques, c'est ces pièces-là qui servent à commander les mouvements. Donc des pièces vraiment très complexes, voilà. Beaucoup de pièces pour des systèmes de freinage. La deuxième pièce que vous voyez pour le système de freinage, elle absorbe tout le couple de freinage d'un avion. Donc, si ces pièces cassent là, c'est une mauvaise nouvelle, l'avion ne va pas s'arrêter au bout de piste, quoi. Il va falloir sortir les filets pour le rattraper, quoi. Donc, je suppose que vous avez des bonnes assurances. Oui, bien sûr. On a une assurance qui est dédiée aux industriels de l'industrie aéronautique, hein, ça s'appelle la Réunion aérienne. C'est un consortium d'assurance pour lequel on est assuré à un niveau très élevé
pour pouvoir participer à ces marchés. C'est une exigence de nos clients qui veulent qu'on apporte ces assurances. Alors, on a aussi beaucoup de pièces de rechange dans l'aéronautique, des pièces pour les moteurs. Dans la défense, aujourd'hui, donc là, je ne peux pas trop montrer parce qu'il y a beaucoup de problèmes de confidentialité dans ce domaine-là, mais on fabrique des pièces tout à fait critiques, par exemple pour le César, dont on a beaucoup parlé dans les derniers temps. On fabrique aussi des pièces pour le canon de 30 mm qui est monté sur le Rafale. Donc là, on a eu des bons développements avec les ventes de Rafale qui ont été assez importantes là au cours des dernières années. Puis on a encore d'autres sur d'autres dispositifs, mais je voulais juste citer ces deux qui sont bien connus de chacun. Le spatial, c'est un secteur d'activité qui n'est pas très important en volume chez nous, en valeur, mais c'est notre vitrine technologie. C'est là qu'on a les pièces les plus sophistiquées, les plus complexes à réaliser. Ce sont principalement des guides d'ondes, donc ce sont des pièces qui sont montées sur les satellites, c'est des pièces de vol, ce n'est pas des pièces sol. Donc qui servent finalement à recevoir, à filtrer les ondes qui arrivent sur ces satellites et qui sont transformées après par des circuits électroniques pour pouvoir les exploiter. On travaille aussi sur des moteurs de fusée. Par exemple, la petite pièce qu'on voit à côté, c'est pour un moteur pour une fusée Vega, par exemple. On travaille aussi sur Ariane 6. Dans l'énergie, on a une activité de réfection de turbines à gaz. Donc, faire des aubes, comme vous voyez là, un exemple, une aube taille et masse, ça faisait 600 mm de diamètre à peu près. Puis beaucoup de composants pour des pompes cryogéniques qui servent à mettre des gaz à l'état liquide. Donc ça, c'est intéressant dans le marché actuel, puisque le gaz, jusqu'à la crise, la guerre qui s'est déclenchée en Ukraine, venait beaucoup des pays de l'Est, enfin de Russie en particulier. Et donc, il venait par pipeline pour l'essentiel. Aujourd'hui, il y a moins de gaz qui vient de cette provenance, il y a plus de gaz qui vient par bateau. Ce gaz-là, il arrive en état liquéfié. Donc, il y a tout un tas de dispositifs dont il faut disposer pour pouvoir liquéfier, maintenir à l'état liquide, détendre les gaz. C'est là que nous intervenons. Et après, nous intervenons aussi sur des niches industrielles, sur de la machine spéciale pour par exemple, dans les secteurs de la pharmacie, de l'optique, de l'emballage, des machines d'emballage, des choses comme ça. Donc, une grande diversité d'activités quand même, mais donc une part aéro importante qui nous donne aussi une belle visibilité sur les années à venir. Alors, justement, il y a pas mal de questions qui arrivent là, mais bon, il y a Bernard qui me dit, quand vous êtes sur des marchés de niche, est-ce que vous êtes en situation de quasi-monopole ou plutôt sur un secteur concurrentiel? Alors, moi, parce que je vois qu'il y a des entreprises cotées, entre autres, qui, d'ailleurs, je crois que sont vos clients, il me semble, mais des entreprises cotées comme Lizzie, Liber, etc., qui sont aussi dans l'équipement aéronautique. Ouais. Donc, c'est un marché quand même il y a Figeac Aéro aussi qui cote, etc. Donc, vous êtes comment, vous comparez comment dans cet environnement concurrentiel? Donc, je vais peut-être sauter quelques pas pour répondre directement à la question. Oui, parce qu'en plus, il y a pas mal de questions sur vos grands clients, tout ça. Donc, sur cette page-là, donc vous voyez notre portefeuille client, donc ça représente à peu près 95% de notre activité. D'accord. Donc ici, il y a des noms qui sont bien connus, des entreprises cotées. Donc, et si on les catégorise, on voit qu'ici, il y a ce qu'on appelle des OEM, Original Equipment Manufacturer. C'est des gens qui fabriquent, par exemple, Airbus hélicoptères. Ils fabriquent des hélicoptères, quoi. Donc, c'est vraiment le produit final qui va au client. Donc ça peut être une administration, une armée ou quelques personnes privées aussi, ou des loueurs. Donc, ils fabriquent vraiment l'équipement final. La même chose pour KNDS, qui s'appelait Nexter avant, qui fabrique des systèmes d'armes. Pour Thales Alenia Space dans le spatial. Pour Cryostar, ce fabricant de pompes cryogéniques que je mentionnais avant. On voit aussi Essilor, Sartorius. Donc, des marques qui sont quand même bien connues et pour certaines cotées en bourse, pour la plupart d'ailleurs. Donc là, on parle d'OEM. Et pour le reste, nos clients sont ce qu'on appelle des équipementiers. Alors, le plus connu, c'est Safran. Safran est un équipementier dans le sens où il fabrique des sous-ensembles pour les avionneurs, pour Airbus, Boeing et d'autres. Donc, il fabrique des moteurs, il fabrique des trains d'atterrissage, des systèmes de génération d'énergie. Donc, pour l'essentiel, nous sommes positionnés auprès d'OEM ou d'équipementiers. Donc, très haut dans les chaînes de valeur. Et ça, c'est important. C'est un des points les plus importants, je pense, c'est cette page-là,
dans la valeur du groupe Odyssée Technologies. C'est un portefeuille client d'une très grande valeur et on voit aussi ce positionnement haut dans la chaîne de valeur qui nous permet d'avoir une intimité avec ces grands clients, d'avoir les informations vraiment sur les besoins en direct de nos clients et puis de capturer aussi une plus grande part de la valeur qu'un sous-traitant qui serait positionné en rang 3 ou 4, évidemment. Ouais. Donc voilà un peu donc, la description de notre portefeuille client. Donc les noms qui étaient mentionnés comme Liber, Lizzy, etc., en fait, ce ne sont pas des concurrents, ce sont des clients, quoi. D'accord. Alors justement, pour répondre à Odile, Thierry et d'autres, est-ce que vous avez des concurrents? Qui sont-ils? Si vous pouvez les nommer quelques-uns du moins. Et est-ce qu'il n'y a pas une concurrence chinoise déjà? Et puis est-ce qu'il n'y a pas des barrières justement à l'entrée sur certains domaines d'activité stratégiques? Alors, on a parlé tout à l'heure un peu de droits de programmation militaire, mais dès qu'on commence à parler de l'aéronautique, je ne sais pas, en France ou à l'étranger, est-ce qu'il n'y a pas des barrières, etc.? Donc, les barrières d'entrée sont très importantes dans ces marchés. Vous avez vu que notre portefeuille client, il est limité. Ça peut surprendre peut-être l'une ou l'autre, mais c'est une volonté. D'accord. Je n'ai pas du tout le souhait d'avoir 500 clients. On est vraiment dans ce qu'on appelle du B2B, hein, business to business, entreprise à entreprise. Ouais. On n'est pas dans un marché de consommateurs. Hein. Acquérir des clients tels que ceux que j'ai montrés avant, c'est un processus très long et très difficile. Donc, pénétrer un client comme ça se compte plutôt en années qu'en mois pour arriver à les convaincre. Et donc, c'est représenté un peu sur la page que vous pouvez voir. Il y a déjà tout un processus d'homologation de l'entreprise où le client nous demande d'avoir de certaines normes. Par exemple, il y a une norme spécifique dans l'aéro qui s'appelle le N9100. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en audit N9100. Donc, il y a une auditrice pendant une semaine qui vient vérifier nos modes de fonctionnement et vérifier qu'ils soient bien conformes à cette norme. Alors, la norme, c'est un pavé de 150 pages à peu près. Hein. Mais au-delà même d'avoir cette norme, le client, il ne veut pas lui-même vérifier qu'on sait répondre d'une manière fiable à ces exigences et que nos modes de fonctionnement l'assurent de la performance dans la durée de l'entreprise. Donc, il y a déjà tout un processus de qualification de l'entreprise avant même de commencer à discuter de pièces de fabrication. Et lorsqu'on commence à discuter de pièces, justement, toute pièce fait l'objet finalement d'un dossier, on appelle ça un dossier de validation industrielle, un DVI dans le jargon du métier, donc dans lequel on doit décrire tous les processus et tous les entrants dans la pièce. Donc par exemple la matière première, avec des certificats de conformité à certaines normes, des vérifications de paramètres de caractéristiques mécaniques, de caractéristiques chimiques. Après, il y a nos processus d'usinage qui sont décrits. Avec en particulier les plans de contrôle, qu'on vérifie bien que toutes les cotes soient conformes, les fréquences de contrôle, tout ça est absolument défini dans ces dossiers de validation industrielle et aussi toutes les opérations externes. Je parlais de traitement thermique, de traitement surface. Là aussi, donc il y a toute une étape de validation très complexe. Donc, obtenir ces DVI-là, c'est très long. Et ça représente un effort majeur pour nous, évidemment, mais aussi pour le donneur d'ordre de qualifier, de vérifier tout cela. Donc, ça devient une barrière d'entrée, finalement, parce qu'une fois que l'on est qualifié, il faut vraiment que le client ait de bonnes raisons pour changer avant de se lancer dans la qualification d'un nouveau fournisseur et de requalifier une multitude de pièces. Donc là, ça, c'est une barrière d'entrée très importante. Et il existe encore d'autres barrières d'entrée dans nos métiers. Déjà, c'est une industrie très capitalistique. Donc, parce qu'on a besoin de moyens de production coûteux. Donc, on a un parc machine important. On a à peu près, dans le groupe Odyssée Technologies, quelques 70 machines à commande numérique. Donc, ça représente un budget très important. Et on est obligé d'investir en permanence parce que les technologies évoluent. Et puis, quand on a 70 machines, il y a des obsolescences forcément. Donc, il y a du remplacement et puis on a besoin d'augmenter nos capacités. Et puis, une autre protection, alors c'est un aspect qui est à la fois négatif et positif, c'est que les cycles de production dans notre métier, ce qu'on appelle cycle de production, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où on fait la première opération de fabrication jusqu'au moment où la pièce part à l'expédition. Livraison. Ça se mesure, voilà. Sachez que nos cycles de production sont en moyenne de 6 à 9 mois.
Donc, D'accord. c'est tout à fait énorme. Et ça, c'est du fait que il y a une succession d'opérations internes et externes dans la fabrication des pièces. Alors ça aussi, ça nous donne une visibilité parce que le client, il doit s'y prendre bien en avance pour nous commander les pièces. Cela vient s'ajouter encore le délai d'après-matière, etc. Et d'un autre côté, c'est aussi une protection parce que, encore une fois, il faut que, comme il lance longtemps à l'avance, il nous donne aussi des prévisions, etc. Donc ça nous donne une grande visibilité. Donc oui, Ouais. il y a des barrières d'entrée extrêmement élevées dans ces marchés-là. Alors là, j'ai deux questions qui se regroupent de la part de deux participants. Est-ce que vous avez des participations croisées, entre autres, avec des intervenants français ou étrangers? Et justement, sur les étrangers, est-ce que vous avez votre priorité ou je ne sais pas, est-ce que ce ne serait pas justement une expansion à l'international? Et si oui, vers quel continent ou quelle région? D'accord. Donc, participation croisée, non, on n'en a pas. Donc, Odyssée Technologies, avant l'introduction en bourse de cette semaine, donc j'en détiens 97% à titre personnel et le groupe ne détient pas de participation dans d'autres entreprises, ne détient que ses filiales, quand même. Au niveau de la partie à l'international, donc nous exportons environ 15% du chiffre d'affaires. Le pays vers lequel on exporte le plus, c'est les États-Unis, suivi de la Belgique, le Brésil, le Maroc, l'Italie, un peu la Suisse. Donc voilà les pays vers lesquels nous exportons environ 15% de nos productions et de notre facturation est réalisée dans ces pays. Je facture tout en euros, par contre. Ah, justement, j'allais vous poser la question. Je ne facture pas en devise. Justement, j'allais vous poser la question. Isolé justement du risque monétaire, qui est toujours un problème, surtout pour des PME. On ne peut pas faire du hedging, c'est un peu compliqué. Par contre, pour l'approvisionnement en matières premières, les prix peuvent fluctuer. L'acier, l'inox, l'aluminium et d'autres, ça cote en dollars. Donc là, par contre, vous risquez d'avoir un petit problème de change, non? Et puis déjà, de trouver la matière première. Non? Alors, l'appro de matières premières, Christian, vous avez tout à fait raison. Ça a été un point qui ne posait pas grand problème jusqu'au début de la guerre en Ukraine. Ah oui. Et tout a changé à ce moment-là. Tout a changé. D'une part, les prix ont gentiment doublé. Ouais. Alors, x2. Et je n'exagère pas, c'est vraiment x2 sur un panier. Donc, il y a des choses qui ont un peu plus, un peu moins, mais sur un panier de ce que j'achète, c'est x2. Donc, ça, ça pose un certain problème, évidemment. Et après, ça a aussi déclenché de grandes difficultés d'approvisionnement qui sont en phase de résolution, mais qui ne sont encore pas toutes résolues. Donc, vous êtes peut-être un peu obligé de stocker quand même. Vous avez stocké? Oui, on a un stock de matières premières de pas loin d'1 million d'euros de stock de matières premières, effectivement. Il faut bien comprendre que les matières premières qu'on emploie, en particulier pour le secteur aéronautique, défense, spatial, sont des matières très spécifiques avec des qualifications particulières des clients. Donc, ce ne sont pas du tout des matières standards, même une nuance d'inox. L'inox aéro n'est pas le même que l'inox pour la mécanique générale. Donc, ça le rend aussi beaucoup plus difficile à approvisionner. Donc, oui, il y a eu des difficultés depuis la guerre en Ukraine. Et vous avez pu répercuter un petit peu cette hausse des matières premières sur les commandes, peut-être pas en cours, mais à venir, ou comment ça se passe? Donc là, encore une fois, cette guerre en Ukraine a changé beaucoup de choses. Il y avait aussi le prix de l'énergie, tout le monde s'en souvient, des factures d'énergie à la maison aussi. Donc, il avait fortement augmenté, ça a reflué entre-temps. Mais l'énergie, nous, c'est pas énorme, notre consommation d'énergie, ça représente à peu près 1% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est pas énorme, donc c'est pas renversant pour la société, même si le prix de l'énergie double. Par contre, on importe finalement du coût de l'énergie par nos traitements thermiques, par nos traitements de surface. Les traitements thermiques, quand on chauffe de la matière à 1000 degrés, il faut beaucoup d'énergie. Donc ça a beaucoup augmenté tout ça. Donc oui, il y a une inflation qui s'est déclenchée, comme on l'a aussi vécu chacun à titre individuel, donc avec cette guerre. Et donc au départ, il a été difficile de répercuter les hausses de prix. Parce que nous sommes souvent liés par des contrats qui nous engagent sur des durées longues, parce que, j'expliquais avant, nos cycles de fabrication sont longs, nos clients commandent longtemps à l'avance,
Donc, il y a une grande résistance au départ des clients à accepter que les prix, ça s'oriente maintenant à la hausse. Donc, on a eu une dégradation des marges de l'entreprise en 2022-2023 et on a maintenant en 2024 le bénéfice des hausses de prix qu'on a pu passer. Donc, on est revenu à une situation comme avant et on essaye de bénéficier de tout ça pour aller même un peu plus loin. Donc, ça, c'est tout l'objet des relations commerciales qu'on peut avoir. Bien sûr, ok. Alors, j'ai juste une petite question de la part de Thierry. Est-ce que vous vous positionnez comment par rapport à Odyssée Technologies et AAS, apparemment, qui sont positionnés quasiment sur le même réseau, les mêmes produits? Alors là, je ne vois pas de quoi il peut s'agir. Ouais. Bon, donc, parce que Odyssée Technologies, SAS, c'est oui. AAS, pardon, oui. AAS, ouais. Non, là, je ne vois pas de quoi il peut s'agir. Hein, désolé. Bon, d'accord. Bon, c'est pas grave. Et alors, juste une question intéressante, puisque Donald Trump a été élu il y a très peu de temps. D'après vous, c'est un obstacle ou c'est plutôt une opportunité? Parce que comme il met des droits tarifaires un peu partout, est-ce que c'est quoi Alors, un petit peu oui, les droits de douane, ça pourrait gêner nos exports. Et j'ai dit que les États-Unis sont le pays vers lequel on exporte le plus. Ouais. Maintenant, les pièces que j'exporte, par exemple, la matière première qui est utilisée pour fabriquer ces pièces, ces pièces pour des systèmes de freinage, n'est pas fabriquée aux États-Unis. Donc, ça ferait pas beaucoup de sens, disons, d'importer la matière première. Enfin, voilà. Et puis après, dans l'aéronautique, il faut se rendre compte d'une chose, peut-être que tout le monde n'a pas intégré, c'est que un Boeing, il y a beaucoup de pièces européennes dessus, probablement autour de 40%. Et un Airbus, il y a aussi beaucoup de pièces américaines dessus. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment grand intérêt. Alors, il peut y avoir des aspects un peu dogmatiques, mais quelqu'un qui raisonne rationnellement ne verra certainement pas grand intérêt à s'auto-pénaliser quand même. Ok, d'accord. Donc voilà un peu les barrières d'entrée. Donc c'était le sujet sur lequel je m'étais arrêté. La structure du marché, il y avait aussi des questions avant. Le marché de la mécanique de précision reste un marché qui reste très fragmenté. Beaucoup de TPE, beaucoup de PME. Et vous voyez qu'il n'y a que 6% des entreprises du secteur qui emploient plus de 50 salariés. Donc finalement, en restant modeste, avec nos Odyssées, avec ses 175 salariés, fait finalement partie du sommet de la pyramide. Maintenant, ceci à côté de très grands groupes. J'ai quelques noms là, Nexteam, AD, etc., qui eux facturent plusieurs centaines de millions, qui ont vraiment une autre dimension, mais qui ont aussi cru finalement par des croissances externes. Tous ces groupes-là sont finalement le résultat de politiques de croissance externe menées sur de nombreuses années quand même. Et le fait qu'il y ait beaucoup de plus petites entreprises, c'est autant d'opportunités pour Odyssée et d'autant d'opportunités pour d'autres opérations de croissance externe, puisque l'équipe a démontré sa capacité à sélectionner des cibles attractives et à aussi les développer une fois intégrées dans le groupe. Donc ça, c'est finalement un atout pour Odyssée dans son développement futur. Alors, moi, j'ai une question un peu, je me pose une question parce que c'est un secteur où ça demande beaucoup de précision, beaucoup de robotique, c'est vrai. Donc, vous devez avoir un personnel qui est hyper qualifié. Et comment retenir ce personnel hyper qualifié pour pas que justement, par exemple, ils partent à la concurrence? Parce que ça doit être compliqué de trouver des personnes très qualifiées pour des postes comme ça qui demandent autant de précision. Et si jamais aussi, pareil, il est malade, comme ça vous avez trouvé, je pense que vous avez la solution. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ben voilà, c'est la slide. Donc, oui, le capital humain, on est dans une industrie de savoir-faire. Donc, le capital humain, c'est clairement la clé. Oui, vous avez tout à fait raison, Christian. Les difficultés de recrutement, on n'y échappe pas. Donc, recruter des techniciens dans le secteur industriel, des techniciens qualifiés, c'est quelque chose de très compliqué depuis plusieurs années. Surtout que à l'issue du Covid, il y a eu une forte croissance de la demande. Et aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Oui, c'est ça, ouais. Alors, pour faire face à ça,
ce que nous faisons, déjà, on fait beaucoup d'apprentissage, d'alternance, de contrats de reconversion pour essayer de faire entrer des personnes supplémentaires dans nos métiers. On a développé aussi en interne des systèmes de tutorat en interne, finalement, où par des procédures internes, finalement, on développe les compétences des personnes une fois qu'elles ont intégré la société. Et puis, donc aussi pour l'attractivité, un des points importants, alors on a bien sûr nos limites, on n'est pas une grande entreprise de 2000 personnes avec une pyramide hiérarchique à 5 étages ou 6 étages ou plus. Néanmoins, on essaye pour les personnes qui démontrent des compétences, des capacités et de l'engagement, on essaie de leur dessiner un peu des carrières avec un développement. On a beaucoup de cas, par exemple, de personnes qui ont commencé peut-être comme opérateurs, donc les postes les plus simples, où il s'agit vraiment de charger, décharger la machine. Après, on commence à changer les outils, faire quelques corrections d'outils, et puis finalement, on peut devenir régleur. Et puis, il y a eu des régleurs qui sont devenus contrôleurs ou techniciens méthode. Donc, on essaye vraiment d'offrir ces perspectives de carrière là. Donc aujourd'hui, la moyenne d'âge dans l'entreprise, la moyenne d'âge est de 42 ans et l'ancienneté moyenne est de 10 ans. Alors ça peut paraître peu, mais il faut considérer qu'on a embauché beaucoup de jeunes dans les dernières années. Donc finalement, on réussit une synthèse d'avoir une équipe jeune mais expérimentée, quoi. Donc oui, mais cette gestion des ressources humaines est un point absolument clé. Et voilà. Et au niveau de la gouvernance du groupe, le groupe s'appuie pour beaucoup sur ses responsables. Chaque site est sous la responsabilité d'un dirigeant de site. Et ces personnes, dont vous voyez les noms ici, ont vraiment des profils très, très intéressants et des expériences un peu différentes. Et on travaille aussi ensemble. Donc, il y a une sorte d'émulation entre les différentes unités et d'échange. Donc, c'est des choses qu'on essaie de cultiver. Et ça, c'est quelque chose qui nous renforce beaucoup. Le tout étant complété par la partie ressources humaines, importante encore une fois, et puis finance, gestion financière. Merci. Voilà. Donc, je pense là, j'ai présenté déjà pas mal de la société. Donc, peut-être vous parler un peu des perspectives. Ouais, j'avais juste une question tout à l'heure. Est-ce que vous, comme ça, vous pouvez nous dire rapidement le résultat d'exploitation, le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires? Parce qu'on voit que le chiffre d'affaires, il augmente. Ouais, c'est ce qui est prévu. Est-ce que vous avez une petite idée? Et puis après, bien sûr, il y a des questions sur l'objet de l'introduction en bourse, mais ça, vous allez revenir juste après. D'accord. Ouais. Donc, juste avant de répondre à la question, juste pour montrer ici donc notre plan stratégique. Donc, on a un plan stratégique à 2028. Donc, encore une fois, on part de 20 millions de chiffre d'affaires consolidé en 2024. L'ambition est d'atteindre 30 millions en croissance organique, c'est-à-dire sans acquisition d'autres sociétés, avec nos propres moyens, quoi. D'accord. 50% de croissance. Alors, c'est sûr, ce ne sont pas des taux de croissance tels que vous pouvez les voir dans des startups ou dans des nouvelles technologies, des choses comme ça. Dans notre métier, les croissances, de faire 200% de croissance en 3 ans, c'est juste pas possible. Si ce n'est en acquérant des sociétés une après l'autre, mais ce qui me semble pas être le bon modèle d'affaires. Donc, la croissance, elle est plus lente, mais on arrive à gérer cette croissance dans la durée. Donc, et au-delà de cela, on a l'ambition de continuer la croissance externe, comme je l'avais mentionné avant, pour arriver à un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions à cet horizon 2028. Ce qui est important aussi de signaler, c'est qu'on a vraiment une forte visibilité. Pour 2025, on a déjà 15 millions de carnets de commandes. Donc ça sécurise beaucoup. Donc ça nous donne une base sur laquelle on peut faire des plans d'investissement donc en bonne conscience. C'est aussi très sécurisant pour les investisseurs futurs. Cette visibilité-là, c'est un point tout à fait important. Alors sur les chiffres, sur l'autre partie de la question, c'était sur les chiffres de profitabilité. Donc je montre ici le compte de résultats. Donc on voit les points les plus importants, finalement, c'est la croissance du chiffre d'affaires. Donc on voit ici les comptes semestriels au 30 juin sur 2024. On n'a pas sur les chiffres complets pour 2024, mais une croissance forte. Ce qui est aussi important de voir, et ça j'aime bien le souligner,
c'est la part très importante de la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, finalement, ce n'est pas les matières premières, ce n'est pas ce qu'on va acheter, c'est ce qu'on réalise en interne dans les ateliers d'Odyssée Technologies. En d'autres mots, c'est ce sur quoi on a la main. C'est ce sur quoi on peut avoir une influence et améliorer les choses. Ce taux, il est très élevé à 55%. Si vous prenez beaucoup de comparables, les comparables boursiers, on a un taux ici qui est très élevé. Ce qui veut dire qu'on a largement les choses en main pour améliorer notre productivité, qui améliorera la profitabilité et le retour aux actionnaires aussi. Donc ça, c'est vraiment important, c'est une caractéristique clé d'Odyssée. Après, il y a aussi une chose que j'aime bien montrer, c'est bien sûr les charges de personnel, c'est une part très importante. Hein. Vous voyez, ça fait 2023, c'est presque pas loin de la moitié du chiffre d'affaires. Hein. Donc c'est parce que, encore une fois, on est une industrie de savoir-faire et le bon fonctionnement de l'entreprise s'appuie sur le talent des équipes. Par contre, on voit quand on calcule ces charges de personnel en pourcentage de la production, on voit que ça diminue d'année en année. Ça, c'est un signe d'amélioration de la productivité. Donc, on sait améliorer notre productivité, donc ce qui est vertueux donc, pour pouvoir financer des investissements, pour pouvoir améliorer la profitabilité, etc. Donc ça, c'est des choses. Alors, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la productivité? On investit beaucoup, au cours des dernières années, on a beaucoup investi dans la robotisation. Donc, ça nous permet vraiment d'ajouter de la capacité de production. Ça nous permet aussi de dégager, justement, comme le personnel est quelque chose de rare et précieux, le personnel qualifié, ça nous permet vraiment d'assurer que les personnels qualifiés ne fassent pas des tâches simples ou on les emploie vraiment au meilleur niveau de leur capacité. Ça nous permet aussi d'avoir des heures de production étendues parce que ces robots sont capables de travailler tout seuls pendant de nombreuses heures, la nuit, le week-end, etc. Donc, ça, c'est clairement une des bases de l'amélioration de la profitabilité, donc de la compétitivité, donc important. Et pour investir dans de nouveaux outils, etc., pour être toujours à la pointe, il faut des moyens financiers. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, au niveau de la profitabilité, donc on voit qu'il y a eu, je vous l'avais mentionné avant, du fait de la hausse des coûts. Donc, on a parlé de matières premières, de traitement, d'énergie et autres. Il y avait une dégradation de la profitabilité en 2022-23 et une nette amélioration en 2024, alors que les hausses de prix sont devenues vraiment effectives. Il y avait ce temps de retard dans le passage des prix. Donc aujourd'hui, ce qu'on vise pour 2024, c'est un EBITDA, donc un EBE de 12%. Et l'objectif à 2028 est d'amener cet EBITDA ou EBE à 15%, donc à l'horizon 2028. D'accord. Donc voilà par rapport à la question qui était posée ici. Donc après, donc alors, juste en attendant que vous effaciez, voilà. Comment vous faites le choix d'un nombre limité de clients qui vous rapportent un revenu récurrent? Est-ce que vous avez des clients qui vous rapportent des revenus récurrents? Et moi, j'ai envie de vous poser comme question, est-ce que vous n'êtes pas un peu tributaire justement d'un gros client qui pourrait peut-être pas du jour au lendemain, parce que vous l'avez précisé, ce sera peut-être compliqué pour lui, mais bon, je ne sais pas, d'aller voir quelqu'un d'autre, ce qui ferait, voilà. La récurrence, elle vient pour l'essentiel de la visibilité qu'il y a sur les secteurs d'activité, encore une fois, aéronautique, défense. Après, des avions, il n'y en a pas tous les jours des nouveaux modèles. La vie d'un modèle d'avion, elle est de 20 ans ou 30 ans. Enfin, il y a des exceptions. Hein. On a eu le désastre de la 380. Mais normalement, un avion, un modèle avion a une durée de vie très longue. Donc, c'est ça qui donne finalement cette récurrence-là. Alors, sur la dépendance des clients, il est clair que notre client le plus important, c'est Safran. Oui. Maintenant, Safran, quand on est dans l'aéronautique, celui qui ne vend pas à Safran, il faut se poser des questions, parce que je crois que c'est 34%, 34% du chiffre d'affaires à peu près, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, par contre, il faut nuancer le risque par rapport à ça, parce qu'en fait, on travaille avec différentes divisions de Safran qui échangent pas du tout, même entre elles. Donc, on travaille par exemple pour Safran Aérobooster en Belgique,
qui fabrique des pièces pour, par exemple, le compresseur du moteur LEAP, hein, qui est bien connu. Et là, on a des pièces de très haute technicité sur lesquelles on a 80% de part de marché. Il y a toujours une deuxième source. En théorie, il devrait toujours y avoir une deuxième source. Et un processus hyper complexe. Là, c'est des pièces, c'est 1 an le cycle de fabrication. On a donc tout ce qui est sur les systèmes de freinage. Il y a évidemment de la récurrence. La récurrence, elle vient aussi par la rechange, évidemment, parce que beaucoup de pièces qu'on fabrique sont des pièces qui sont à remplacer au bout d'un certain nombre d'atterrissages ou d'heures de service, etc. Donc la récurrence, elle vient de là. La dépendance, elle est mitigée au plus gros client qui est Safran. Elle est mitigée par le fait qu'en fait, on travaille pour plusieurs divisions. Donc, Safran Aerobooster, Safran Landing System, c'est ceux qui font les atterrisseurs. Safran Electrical Power qui fait des générations d'énergie. Safran Aircraft Engine qui fait des moteurs. Et puis, donc, il n'y a pas beaucoup de communication et les besoins sont vraiment différents de ces différentes divisions. D'accord. Oui, parce que vous avez 70 clients à peu près, non? C'est ça? Non. 70 machines en numérique, 70, il y a plus de là. Donc, les clients, je vous avais montré, donc sur là, il y avait 95% de notre portefeuille client. Alors, juste une petite question de la part de Bernard. Vous êtes présent chez Thales? Oui, Thales Alenia Space, oui. Sur la partie. Voilà. Bernard, vous avez la réponse. Ça, si quelqu'un, peut-être dans l'assistance, peut m'aider aussi à ouvrir des portes chez Thales dans la partie avionique, oui, ça m'intéresserait. Pour l'anecdote, vous voyez le type de développement client qui sont longs. J'avais entamé une démarche en approché Thales Avionics il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est devenu un client. Sauf qu'entre-temps, il a été racheté par Safran. Donc, c'est devenu Safran Electrical Power. Donc, ils ont fusionné avec d'autres parties. Donc, voilà, pour ce qu'il en est de la diversification dans l'aéronautique, pas toujours facile. Ouais. Donc là, l'écran, ce sont les nouveaux relais, donc justement pour les années à venir. Donc là, c'est justement notre ambition. Si quelqu'un l'avait mentionné, oui, le naval, pour moi, c'est un secteur qui m'intéresserait, surtout sous l'angle peut-être militaire, où il y a des Naval Group, par exemple, qui pourrait être un client pour nous, le ferroviaire, le nucléaire. Donc, ces marchés qui se caractérisent encore une fois par des besoins pour des pièces complexes avec un haut niveau de qualité. Et finalement, les technologies de fabrication, elles ne sont pas très spécifiques, que ce soit les mêmes machines peuvent produire des pièces pour l'aéronautique ou pour le ferroviaire ou pour le naval. Donc, on a cette flexibilité-là et on cherche vraiment à utiliser nos capacités de production sur une base plus large de clientèle. Donc, voilà un peu pour la partie développement futur. Donc, ces développements futurs, ça pourrait, on essaye de gratter comme on peut, mais ça pourrait aussi passer par des croissances externes, l'acquisition finalement de sociétés qui ont déjà des positions bien établies, et puis après essayer de grandir sur la base là. C'est une stratégie qui a été employée dans d'autres cas dans le groupe. D'accord. Peut-être juste parce qu'il y avait justement, on va arriver parce que je vois que le temps tourne. Parce qu'il y avait beaucoup de questions. Donc, justement, voilà. Donc là, c'est l'introduction en bourse. Voilà. Donc, il y a plusieurs questions. À quoi va servir cette levée de fonds? Que comptez-vous en faire? Que peuvent attendre les investisseurs? Voilà. Donc, c'est déjà deux grandes questions. Donc, à quoi va servir les fonds? À quoi vont servir les fonds levés? Donc, l'ambition, c'est de lever 8 millions d'euros. Donc, c'est une augmentation de capital, hein, c'est pas une vente de titres, hein, c'est une augmentation de capital. Donc, pour une part, ça servira à financer le BFR, le besoin à fonds de roulement, puisque notre activité est très consommatrice de besoins à fonds de roulement parce qu'on a beaucoup d'encours. Alors, les encours, ça coûte cher et puis ça dure longtemps. Je vous parlais de cycle de production de 6 à 9 mois. Donc, avant qu'on facture, tous les coûts, ils restent chez nous, donc dans l'encours. Hein. Et ça a augmenté aussi avec l'augmentation des coûts de la matière première, des traitements. On souffre aussi d'un allongement des cycles des traitements de surface, traitements thermiques, parce que la supply chain, en particulier dans l'aéronautique, est très saturée.
Donc, premier truc, accompagner la croissance par le financement du BFR. Deuxième partie, continuer la politique d'investissement. Donc là, je parlais de robotique. J'ai aussi évoqué à un moment le besoin de renouvellement du parc machine, le besoin pour passer de 20 à 30 millions, ça passera forcément aussi par des capacités de production supérieures. Et donc, cette partie investissement. Et la troisième partie, c'est pour contribuer au financement d'opérations de croissance interne, tout en faisant appel de nouveau à de la dette. Évidemment, hein, on ne va pas financer en fonds propres intégralement une croissance externe. Mais donc, ça nous met en position de relever de la dette pour pouvoir financer le développement du groupe. Donc, voilà un peu les emplois qui sont prévus pour les capitaux levés. Donc, c'est destiné à servir à aider la croissance et à financer la croissance du groupe pendant les prochaines années. Et d'après le business plan établi pour 2028, les 8 millions devraient nous suffire pour nous amener jusqu'à cet objectif de 30 voire 40 millions en 2028. Il y aura bien sûr aussi des levées de crédits bancaires, etc., qui viendront. Parce que je suppose que dans votre secteur d'activité, les clients, quand ils passent une commande, ils ne payent pas cash. C'est le problème peut-être. Vous avez peut-être des délais de paiement assez rallongés, non? Alors, non, là, vraiment, encore une fois, le portefeuille client, c'est vraiment un atout. Donc, déjà, j'ai jamais de défaillance de client. Donc, j'ai jamais à déprécier des comptes clients. Donc, ça, c'est déjà bien. Et l'autre chose, c'est que ces grandes entreprises, globalement, respectent les recommandations de la LME, enfin, les obligations de la LME, la loi de modernisation économique, qui définissent les termes de paiement standard en France à 45. Ah, d'accord. Donc, typiquement, donc à quelques jours près, alors il faut toujours suivre ces choses-là, évidemment, ça ne va pas tout seul, mais à quelques jours près, donc ces conditions de paiement sont respectées. Néanmoins, bien sûr, avec le chiffre d'affaires qui augmente, le compte client augmente aussi. Hein, c'est proportionnel, évidemment. Ok, parce que je regarde qu'il est déjà 15h27 pour l'instant. Je ne sais pas, bon, il n'y a pas trop d'autres. Moi, j'avais juste une petite question au niveau des taux d'intérêt. Oui. Parce que les taux d'intérêt, ils ont quand même pas mal monté. C'est négatif. Et maintenant, alors en plus, avec ce qui se passe chez nous, on verra ça en fin de semaine ou au milieu de semaine. Bon, enfin, temporairement, ils ont monté, surtout les taux à 10 ans. On est autour des 3%. On avait même dépassé, on est monté à 3,30 il y a fin novembre. Voilà. Est-ce que c'est pas quand même un petit handicap? Peut-être pas pour vous, mais peut-être aussi pour les clients qui veulent peut-être aussi investir, changer le matériel, se refinancer, etc. C'est donc voilà. Est-ce que c'est comment vous faites? Qu'est-ce que vous avez anticipé? Comment? Alors, les taux d'intérêt, oui, donc c'est important pour toute entreprise. Personne ne peut dire que les taux d'intérêt sont pas importants. Ce qui est intéressant, et là, honnêtement soit dit, je l'ai même pas réalisé à ce niveau-là, c'est finalement dans le processus de préparation à l'introduction en bourse et du fameux dossier d'information pour Euronext, ce document de 200 pages que vous pouvez trouver sur le site internet, que je me suis rendu compte. Le coût moyen de notre dette, il est de 1,6 ou 1,7%. Donc, c'est extrêmement bas. Que vous preniez le long terme, moyen terme, court terme. Oui. De dette à court terme, j'en ai pas beaucoup. Donc, typiquement, mes dettes sont sur 5 ans, 7 ans. Quoi, hein. D'accord. Donc, ça, c'est extrêmement bas parce que longtemps, on a pu prendre de la dette à moins de 1%. Après, j'ai fortement ralenti. J'ai ralenti mes investissements dans la période où les taux avaient beaucoup monté. Là, encore une fois, là, dans les 2 dernières années. Là, maintenant, c'est reparti à la baisse. Là, sur les derniers mois, là, dans les 2-3 derniers mois, j'arrivais à reprendre du crédit bail à moins de 3%. Donc, oui, ça, c'est un critère de gestion. Il faut le suivre en permanence et choisir les bons moyens de financement au bon moment. D'accord. Ça fait partie du travail de gestion financière d'une entreprise comme bien sûr. Technologie, c'est hyper important. Quoi, hein. Alors, les conséquences sur les marchés, il ne faut pas oublier une grande partie. Nous exportons que 15%, mais en réalité, nos clients exportent, eux, la majeure partie de leur production. Donc, les marchés, finalement, ils sont à l'international. La situation française, bien sûr, elle a
a un impact évident, mais l'activité, elle est très internationale. Parce que aux États-Unis, ils sont à 4,20, hein. Donc c'est encore plus que nous là-bas. Oui, ils ont l'habitude de vivre. Hein. Aux Ah oui, États-Unis, là-bas. les taux d'intérêt sont toujours plus hauts Ouais. qu'en Europe. Ouais. Ouais, Ouais. ils sont habitués à vivre avec ça. Quoi. Ouais. Alors, juste avant parce que bon, là, il est 15h30, avant de reprendre les termes donc de l'opération, est-ce que vous avez des projections? Là, vous avez montré sur 4 ans. Est-ce que vous avez des projections à plus long terme? On me parle de 10 ans, mais moi, dans 10 ans, je ne saurais pas trop ce que je vais faire. Donc, est-ce que vous avez des projections un peu plus longues? Est-ce que vous voulez attaquer d'autres marchés avec fort volume par fort volume, etc. Voilà, quelles sont un petit peu vos ambitions peut-être sur un tout petit peu plus long terme? Et puis après, on reprendra les termes de l'opération et je montrerai aux participants comment réserver ces titres donc, sur le site Bourse Direct parce que ça fait 1 heure qu'on est ensemble. D'accord. Voilà. Passer très vite. Oui, donc l'objectif à 2028, je l'ai expliqué avant, 30 millions en organique, 40 millions avec la croissance externe. Je n'ai pas d'objectif chiffré au-delà. Maintenant, une ambition, oui. Alors, moi, ma vision pour le groupe, c'était vraiment de poursuivre le développement d'un groupe constitué de PME, d'une taille de 50, 70 personnes. Moi, je n'ai pas l'idée d'avoir une usine avec 500 personnes, des choses comme ça, réparties sur le territoire. Donc, la question n'a pas été posée, mais ça peut surprendre ces usines qui sont très distantes. Mais en fait, c'est un atout parce que ça donne la proximité avec beaucoup de clients. Donc c'est très intéressant. Et aussi beaucoup de fournisseurs. Donc, ça nous permet de gérer pas mal de choses en proximité, quoi. Donc, oui, c'est la constitution d'un groupe spécialisé dans nos métiers. On va rester dans les métiers de l'usinage, de la mécanique de précision, une sorte de réseau, finalement, d'entreprises de taille à peu près similaire, réparties sur le territoire, diversifiées sur différents secteurs d'activité. Les nôtres, plus les 3 que j'ai mentionnés, hein. Donc ferroviaire, nucléaire, donc ces 3 secteurs d'activité-là en plus. Et donc voilà un peu la vision que j'ai pour le développement du groupe à plus long terme. C'est vrai qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée rapidement. Pourquoi ne pas aller produire dans des pays européens où les coûts salariaux sont beaucoup plus faibles, comme faisaient à l'époque pas mal de constructeurs automobiles d'ailleurs? Ouais. Il y a eu une grande vague donc de délocalisation d'entreprises, en particulier vers l'Afrique du Nord, hein, Tunisie, Maroc, un peu aussi vers l'Europe de l'Est, Roumanie. Oui, voilà, Roumanie, etc. À notre taille, je pense que ça serait complexe de gérer un site à l'étranger. Et je pense qu'il y a encore suffisamment de marge d'amélioration de la productivité en interne. Et la robotisation change un peu la donne. Donc, le bénéfice finalement d'aller à l'étranger, je pense qu'il devient moins attractif dans une usine qui est très automatisée. Et ma vision, elle est plutôt d'aller sur ce chemin-là que de développer à l'étranger. Alors, je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais aujourd'hui, ce n'est pas une priorité dans le développement du groupe. Ok. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui demandent des ratios un peu très précis. Je pense que ça se retrouve sur la notice d'introduction, ce que je suis en train de noter, parce que le temps passe vite. Voilà, donc, attendez, je réponds juste à la personne. Voilà, de toute façon, je vais le dire oralement. Voilà, donc en général, de toute façon, je vais vous montrer comment télécharger la notice d'introduction AMF où vous pouvez regarder. C'est vrai qu'on est passé un peu vite, mais parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'activité. Bien évidemment, le bilan, vous pouvez le voir également sur la notice d'introduction en bourse. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partager l'écran. Donc, si vous pouvez juste départager, voilà, et je vais montrer aux participants. Voilà, déjà, hop, voilà, partager la fenêtre. Donc, théoriquement, tout le monde doit voir voilà, c'est ça. Donc, sur le site Bourse Direct, dans l'onglet Mes comptes, il y a Introduction en bourse. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez, de toute façon, il n'y en a qu'une actuellement, c'est Odyssée Technologies. Donc, je vous rappelle, c'est une offre à prix ferme. Il y a marqué à prix ouvert, mais parce que c'est informatiquement, on n'a pas eu le temps de mettre en ferme. C'est 13 €. Vous avez donc jusqu'au 9 décembre à 20 h pour pouvoir passer votre ordre. Voilà, la quantité est à mettre ici. Vous pouvez bien évidemment
téléchargez ici la notice réglementaire AMF, je vous le montre. Voilà. Et là, vous aurez justement les 200, je ne sais plus combien, 250 ou 270 pages de notices d'introduction et où là, vous avez tout le détail. Si, bien sûr, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. C'est un secteur très pointu, on a vu très, très intéressant. Christian a répondu à quasiment toutes les questions. Comment peut-on suivre l'évolution du titre? Et bien après, il suffira simplement de mettre sur le titre Bourse Direct ALODY. Je vous rappelle que là, on est sur le marché primaire, donc c'est là où on réserve ces titres. Voilà. Après, au niveau le 10 décembre, il y aura le résultat de l'opération. Le 12 décembre, il y a le règlement livraison. Voilà, vous débitez votre compte et vous livrez des titres. Et à partir du 13 décembre, ça va coter en temps réel, bien évidemment, sur Euronext Globe. Donc, vous pourrez suivre l'évolution du titre tout au long de la journée, tous les jours, du matin au soir, si vous avez envie. Alors, justement, deux questions. En termes de liquidité, après l'introduction, je ne sais pas si vous avez un contrat de liquidité ou pas. Et deuxièmement, est-ce qu'il est prévu un jour un dividende? Alors oui, il y aura un contrat de liquidité. Et pour moi, c'est aussi important justement d'avoir une part importante d'actionnaires individuels parce que c'est souvent aussi de là que vient la liquidité. Il y aura aussi des investisseurs FCPI, dans le capital du groupe. Mais c'est vraiment important d'avoir ces investisseurs individuels. Donc on compte vraiment sur vous tous pour participer au projet. Et voilà. Et puis, pardon, la deuxième question. Est-ce qu'un jour, il est prévu peut-être un dividende? Alors oui, un jour, alors certainement. Donc moi, je détiens beaucoup d'actions d'autres sociétés, donc j'aime bien les actions de rendement. Je pense que la priorité pour le moment, elle est vraiment de ce plan stratégique, de financer ce plan stratégique. Et puis en fonction des développements qu'on pourra avoir, oui, je pense qu'il faut. Je suis assez adepte de cette théorie de partage de la valeur entre les actionnaires, les salariés et donc l'investissement, le budget d'investissement. Donc, même avant l'introduction en bourse, j'ai toujours essayé de regarder, de respecter un peu des équilibres entre ces trois parties, bon an, mal an, évidemment, mais c'est le partage de la valeur bien étudié est quelque chose d'important, je pense, dans la gestion d'une société de manière générale. Peut-être pouvez-vous répondre ou pas, si vous êtes autorisé ou pas. Est-ce que les employés participent à l'augmentation de capital? Pour le moment, non, c'est pas prévu. C'est pas prévu à ce stade-là. Peut-être quelque chose qui viendra ultérieurement. D'accord. Bon, écoutez, voilà, merci Christian d'avoir répondu à toutes ces questions. Il y en a eu beaucoup. Voilà, c'est vrai que c'est un thème qui est fait une entreprise très très intéressante, un secteur vraiment de pointe, avec bien sûr des gros clients, bien évidemment. Donc je vous rappelle donc Odyssey Technologies, ALODY, valeur qui est éligible au PEA, PME. D'accord, avec réduction fiscale de 18%, mais ça, c'est un compte titre ordinaire. Donc voilà, donc la fin, je vous le dis, vous le voyez à l'écran, c'est le 9 décembre, la fin des saisies. Voilà, pour ceux qui veulent savoir la différence entre un ordre A1 et A2, vous pouvez m'envoyer un mail à formation@boursedirect.fr parce que je n'ai plus le temps de vous l'expliquer là. Il suffit simplement ici de mettre la quantité à acheter. Donc le résultat de l'opération, ce sera le 10. Règlement livraison le 12 et première cotation le 13. Alors, quelle sera la fréquence de la communication? Alors, vous allez peut-être me confirmer ou pas, Christian, mais Marc, quand on est sur Euronext Globe, les sociétés sont tenues de publier tous les 6 mois. Oui. Donc, voilà. Donc, déjà, tous les 6 mois, il y aura une communication. D'accord? Voilà. Vous confirmez? Bon, oui, écoutez, je confirme. Oui. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Christian, on se rend rendez-vous le 13 pour le premier cours. Oui, tout à fait. Voilà. Merci de m'avoir reçu et puis d'avoir permis de présenter le groupe. C'est quelque chose qui me passionne. Je pense que vous avez pu le ressentir. Et voilà. C'est une belle histoire, c'est une vraie odyssée. Donc, j'espère que le voyage se poursuivra bien. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Et puis à bientôt. Au revoir et merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.